Dans le podcast cette semaine, on va pelleter des nuages en parlant de l'ouvrage de Amabel Holland, Cardboard Ghosts, et en évoquant l'esprit du jeu. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pelleter des nuages en compagnie de... La même personne que d'habitude? Mais oui, toujours. Bonjour Paul Gara. Christian Lemay, salut Christian. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Écoute, moi je vais parfaitement bien. Parfaitement bien. Écoute, je t'avais promis qu'il y aurait plus de neige pour le prochain enregistrement, en fait celui d'aujourd'hui. Oui. Et là, cette semaine, on a eu quelques centimètres et il reste quelques flocons sur Montréal. Je vous promets, ce sont les derniers. On enregistre, on est quoi, le 10 avril, je crois. Oui. C'est la dernière fois, il n'y aura plus de neige de l'année, c'est promis. Ok, bon, j'espère. S'il y a de la neige quand je viens, franchement, waouh. Il n'y en aura pas, c'est promis. Sinon, je vais pas m'en remettre. Hein. Tu sais que parce que je suis très frileuse, il faut le savoir. Il s'agit simplement de bien s'habiller. Oh. Enfin, bon, bref, j'ai fait votre commentaire. Quand j'ai envie d'avoir de la neige, moi je vais au ski, monsieur. Je veux pas de neige. Bon, est-ce qu'on redit ce que c'est pelleter des nuages? Rapidement. Pour les personnes qui découvriraient le concept aujourd'hui. On s'interroge de façon sérieuse sur des sujets qui tournent autour du jeu de société. Donc, on prend le jeu de société comme un objet d'étude sérieux et on réfléchit comme si nous étions des intellectuels. Voilà. Comme si. Si. On joue à faire semblant. Voilà. Oui. C'est un truc que m'avait dit un prof dans ma toute première session à l'université en littérature. Il nous avait dit à toute la classe... Vous savez, si vous êtes dans cette classe, c'est que vous êtes des intellectuels, que ça vous plaise ou non. Voilà. Alors, j'assume depuis ce temps. Ok. Ben, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Et aujourd'hui, tu vas nous restituer une de tes lectures. Oui. Qui m'est parvenue un peu grâce à toi. Le livre et par Matt Leacock sur son fil Facebook qui parlait beaucoup en bien de ce livre et effectivement c'était assez fascinant. Je me lance? Vas-y. Donc chronique 6, le jeu Système pour critiquer le système. Un compte-rendu de l'essai Cardboard Ghosts par Amabel Holland. Donc, quand j'ai fondé le Scorpion Masqué, j'ai rédigé un manifeste. Et non, le manifeste métaludique n'était pas le premier. Je venais du monde de la littérature et ça m'a paru un clin d'œil sympathique au mouvement artistique moderne qui me permettait d'annoncer mes couleurs, mes ambitions. On pouvait notamment y lire ceci. Ouvrez les guillemets. Bien qu'il développe certaines aptitudes comme le raisonnement, la pensée logique, la communication, l'adresse, le jeu demeure un acte gratuit, sans autre fin que lui-même et le plaisir qu'il procure, fermez les guillemets. Parce que j'aime me faire croire que j'ai l'esprit ouvert, je te propose aujourd'hui, cher Paul Gara, de remettre en question la dernière de ces affirmations. Est-ce que le jeu pourrait servir une autre cause? C'est ce que prétend Amabel Holland dans son essai Cardboard Ghosts, Using Physical Games to Model and Critique Systems. Je vous en propose aujourd'hui une synthèse. Donc, l'autrice Amabel Holland est une femme trans, et si je le mentionne, c'est parce qu'elle l'affiche publiquement, notamment dans son livre, et que cet aspect de sa vie personnelle semble lié au cheminement de sa conscience sociale et de son travail avec les jeux de société. Elle est copropriétaire de Holland Spiel, un éditeur de jeux où elle joue le rôle d'auteur maison. Comme autrice, BGG recense plus de 80 entrées à son nom, éditées évidemment chez Holland Spiel, mais également chez d'autres comme Winsome Games, Rio Grande et Capstone Games. Quelques petites mises en garde. Je ne suis pas dans la tête d'Amabel Holland, j'ai lu son ouvrage en anglais, une langue seconde pour moi. J'espère sincèrement arriver à bien traduire sa pensée, et si jamais je me trompe, prière de m'en avertir avec bienveillance. Deuxième mise en garde, je n'adhère pas à tout ce qu'elle dit, mais je trouve qu'elle développe une des analyses les plus profondes et intéressantes sur les jeux de société que j'ai pu lire ou entendre, et c'est pourquoi j'avais envie de la partager, de la faire connaître. Donc, Holland postule ceci.
Puisque les jeux de société sont eux-mêmes des systèmes physiques non numériques, ils peuvent être un outil efficace pour comprendre et critiquer les systèmes d'oppression, que ce soit le colonialisme ou un système social qui favorise toujours les mêmes. Quelques considérations qu'elle nous amène d'entrée de jeu. Pourquoi Cardboard Ghost, donc pourquoi des fantômes de carton, le titre de son livre? Selon Holland, les systèmes qui hantent nos mondes sont difficiles à percevoir, comme des fantômes. Les systèmes n'ont pas de personnages et ne se présentent pas comme une histoire en 3 actes qui nous permettrait de les saisir facilement. Elle affirme, comme moi, que les jeux de société racontent une histoire plutôt mécanique et que cette particularité en fait un bon médium pour raconter l'histoire fantôme, l'histoire invisible des systèmes. Deuxième considération, les mécanismes de jeu sont des métaphores et que par conséquent, ils peuvent signifier plusieurs choses à la fois. Leur sens est ouvert, multiple. Elle évoque en exemple le jeu Turncoats, qui se joue avec des pierres de 3 couleurs que l'on peut poser dans des territoires sur le plateau. À la fin de la partie, la joueuse ayant en main le plus de pierres de la couleur qui contrôle le plus de territoire l'emporte. Quand on pose des pierres de sa main, on renforce les positions militaires d'une faction. À ce moment, les pierres représentent des ressources ou des troupes. Par contre, en fin de partie, les pierres représentent autre chose, votre utilité aux yeux d'une faction. Si vous n'avez plus de pierres d'une couleur donnée, parce que vous les avez toutes posées, vous n'avez plus aucune utilité pour cette faction, et c'est pour ça qu'elle ne se sent plus le besoin de vous être loyale. Les pierres représentent la loyauté. Troisième considération, l'apprentissage intégral et obligatoire des règlements représente un avantage. Comme les jeux de société sont faits de pièces physiques inanimées qui n'offrent aucune rétroaction, à l'opposé des jeux vidéo, les joueuses doivent avoir en tête toutes les règles avant de jouer. Il faut comprendre l'entièreté du système pour jouer. L'acte de jouer à un jeu de société est un acte de dissection qui permet à celles qui le pratiquent de voir le squelette des choses. Quatrième considération, il n'existe pas de jeu apolitique. Tout jeu représente un modèle. Par exemple, que tous les joueurs commencent sur un pied d'égalité à Great Western Trail entretient la vision que la réussite de chacun ne dépend que de son mérite, de son intelligence, sa stratégie et sa persévérance. Il y a là une vision du monde indéniable. Ces considérations maintenant énoncées, voici les balises qui la guident ou qu'elle observe chez d'autres auteurs qui, comme elle, utilisent les jeux pour critiquer. Donc, Holland, elle travaille à partir de Wargames. Puisque les Wargames place le modèle, c'est-à-dire la façon dont le jeu représente la réalité historique au centre du jeu, avant même l'aspect purement ludique, ils permettent de comprendre justement les systèmes et par conséquent de les critiquer. Holland, s'inspirant du statisticien George Box, rappelle toutefois que la question n'est pas de savoir si le modèle, le jeu, constitue toute la vérité, parce que c'est impossible de toute façon, mais si le modèle est éclairant et utile. En ce sens, tous les wargames ne sont pas éclairants, loin de là. La majorité d'entre eux se concentrent presque uniquement sur les mouvements de troupes, des chars d'assaut ou de l'infanterie, l'aspect kinétique de la chose, à une distance très confortable qui nous masque l'horreur de la guerre, c'est-à-dire une succession de massacres, de génocides et un prétexte au pillage. Dans les wargames, la guerre est propre parce qu'elle ressemble à un jeu d'échecs. Elle n'aborde pas les aspects politiques, économiques, voire le terrorisme inhérent. On ne voit pas les cadavres et la désolation qui s'ensuit après une guerre. Deuxième balise, Holland emploie des mécanismes relativement connus. Pour éviter de perdre les joueurs dans des considérations hors de son intention critique, Holland réserve ses innovations mécaniques les plus spectaculaires à ces jeux qui se veulent moins contestataires ou moins critiques. Troisième balise, elle aime qu'on mette les joueurs à côté du pouvoir. Contrairement à la longue tradition des jeux d'Avalon Hill ou de Civilisation, qui exploite une espèce de fantasme mégalomaniaque en vous mettant dans la peau de demi-dieux, Holland prône des jeux où les joueurs sont à côté du pouvoir. Une façon de faire vivre aux joueurs ce que vivent les vrais gens. Écoutez, entendez bien les guillemets. Par exemple, dans Pax Pamir, un jeu de Cole Verley, vous n'incarnez pas le colonisateur anglais ou russe, les gens puissants, mais au contraire, une famille afghane devant naviguer entre des forces qui vous dépassent. En gagnant, vous ne deviendrez pas le prochain émir d'Afghanistan. Les points de victoire mesurent seulement à quel point vous vous débrouillez dans ces temps troubles. Dans plusieurs wargames, vous avez un contrôle absolu sur votre nation. Au contraire, dans Pax Pamir, votre capacité d'action, votre player agency, est limitée
en raison de l'économie presque totalement fermée du jeu et du nombre restreint de cartes qui sont mises à la disposition des joueurs. Si vous misez sur les Russes en début de partie et que plus de cartes anglaises sortent, vous serez défavorisé. Mais cette capacité limitée d'action soumise aux aléas du destin ne représente-t-elle pas ce que c'est que de vivre à travers l'histoire de l'humanité, voire de vivre maintenant pour 99,999% de la population, demande Holland. Quatrième balise. Quatrième façon de travailler pour critiquer, c'est de nous rendre complices du système. Dans le jeu Vote for Women par Tori Brown, deux camps s'affrontent. L'un incarne le mouvement des suffragettes, désirant obtenir le droit de vote pour les femmes, alors que l'autre s'y oppose. Incarnez l'opposition, constatez les actions que vous devez réaliser pour bloquer l'accès des femmes à la justice, risque de vous mettre mal à l'aise et peut-être de vous faire réfléchir. Dans John Company, toujours de Cole Verley, les joueuses dirigent des familles anglaises à la tête de la British East India Company. Dans les règles, l'auteur présente sa création comme un jeu montrant combien des gens ordinaires, honorables et bienveillants, du moins en apparence, peuvent faire des choses horribles pour faire progresser leurs propres intérêts. Pour gagner, il faudra placer les membres de votre famille dans des positions qui leur permettront de piller les ressources locales, à ramener l'argent en Angleterre et mater les insurrections en massacrant les insurgés, la population locale. Cinquième technique de travail, cinquième balise, provoquer un effet d'aliénation. Et là, c'est la partie la plus fascinante du bouquin, mais c'est aussi la plus compliquée à expliquer. Holland souligne d'abord que l'immersion, qu'on prône souvent dans le jeu, que c'est une bonne pratique de rendre les joueurs vraiment à l'intérieur du jeu, mais que ça nous fait marcher à l'intérieur de la structure, pour reprendre ces mots, ce qui permet l'empathie. Mais l'empathie, ou l'immersion, elle nous distrait du fonctionnement du système. Nous sommes trop empêtrés dans les engrenages pour voir comment et pourquoi ils tournent. Pour percevoir les systèmes d'oppression, il faudrait une connexion intellectuelle plutôt qu'émotionnelle. Parce que les systèmes, pour les comprendre, il faut passer par la logique. Holland propose donc de s'inspirer et attention, mon allemand va montrer rapidement ses limites. Donc, Holland propose de s'inspirer du Verfremdungseffekt, abrégé en V-effect ou FEV en français, créé par le dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui vise un effet de distanciation du spectateur en lui rappelant régulièrement qu'il regarde une pièce de théâtre, une œuvre fictive, pour le garder dans une zone intellectuelle plutôt qu'émotionnelle. Le jeu This Guilty Land, un jeu de Holland qui porte sur le thème du débat autour de l'esclavage et non sur l'esclavage lui-même, constitue le premier cas où elle a consciemment travaillé avec les techniques de l'effet V. Donc, dans This Guilty Land, une joueuse incarne la justice avec un J majuscule et l'autre l'oppression avec un O majuscule. Des rôles abstraits, de manière à nier la possibilité d'empathiser avec les propriétaires d'esclaves. Malgré tout ce qui peut leur arriver individuellement ou collectivement, ces derniers ont battu, vendu, acheté, torturé, assassiné et violé d'autres êtres humains. Je cite Holland, « Their point of view is not worth exploring. I have no interest in their justifications », dit-elle, en créant la distance. Sixième balise, travailler contre la texture. Les cartes des Wargames de Holland sont nommées à partir d'événements ou de personnages historiques, comme dans d'autres Wargames, mais ils n'apportent pas autant de saveur ou de fluff que celle d'un Twilight Struggle, et ce pour deux raisons. Un, toujours conserver la distance entre le joueur et le jeu pour éviter l'immersion. Et deux, pour mettre l'accent sur le système plutôt que sur l'exception. Parce que dans un jeu qui est card-driven, la carte, elle représente une exception, en fait. Donc, toujours pour affirmer que ce qui se passe dans le jeu arrive par le système et non par les exceptions. Faire comprendre aux gens que les injustices, c'est le système qui les crée plutôt que les exceptions. Septième balise, travailler contre le flow. Holland fait en sorte que les cartes qui mènent le jeu arrivent en jeu justement d'une façon très aléatoire, ce qui provoque des effets rythmiques souvent qualifiés d'indésirables selon les bonnes pratiques de design. Le flow sera tout sauf constant. Certains tours ne présenteront même que très très peu d'intérêt tactique ou stratégique. Et ce flow de cartes volontairement épuisant, lent, chaotique, interrompu par de nombreux arrêts et démarrages, mimique efficacement, selon Holland, les difficultés rencontrées quand on passe par le système législatif.
Oui, Holland mise sur les émotions négatives comme la frustration pour nous faire réfléchir. 8e balise, le sens du compromis. L'autrice s'attaque à 2 mythes de notre société. D'abord, la croyance que grâce à un débat social sain, avec de bons arguments, de la patience et de la bonté, on peut rallier une personne du camp adverse à sa cause. Ceci, selon elle, n'a jamais été vrai et ne le sera jamais. La réaction de Donald Trump en est sans doute le plus formidable exemple. Dans This Guilty Land, il existe 2 types d'États pour un jeton. Et là, les jetons, c'est assez abstrait, mais je ne suis pas certain s'ils représentent la population ou des gens à convaincre. Mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'ils sont soit convaincus pour ou contre l'esclavage ou qu'ils sont indécis. Et contrairement à un jeu comme Twilight Struggle, où un pays peut passer d'une allégeance à l'autre, des Russes aux Américains, il s'avère impossible ici, dans This Guilty Land, de convertir un jeton une fois qu'il est convaincu, une fois qu'il est acquis soit par la justice ou l'oppression. On ne peut agir que sur les indécis. Une fois qu'une personne a rejoint un camp, elle ne le quittera plus. Ensuite, par le truchement des mécanismes permettant de passer des lois, et les lois, c'est ce qui donne des points de victoire, Holland argumente que la position du compromis, que l'on affirme souvent comme la plus sage et la plus souhaitable dans nos sociétés dites évoluées, favorise en fait le statu quo et par conséquent favorise les systèmes d'oppression en place. Holland s'attaque même à la notion de condition de victoire qui dicte souvent le sens d'une œuvre. Dans This Guilty Land, il est impossible d'abolir l'esclavage, tout comme on ne peut empêcher son abolition. Peu importe le camp victorieux, la partie se termine avec le début de la guerre civile américaine. Peu importe qui a remporté le débat, qui gagne, ce n'est pas le débat social qui fera en sorte que l'esclavage sera aboli, mais une guerre. Au final, c'est le plus fort qui l'emporte, pas celui qui avait les meilleurs arguments. En conclusion, non, jouer à Catan ne fera pas de vous de vil colonisateur. D'abord parce que vous n'en avez pas les moyens financiers et parce qu'un jeu à lui seul n'a pas ce pouvoir. De la même façon que jouer à Counter-Strike ne fera pas de vous des tueurs de masse. Mais nier totalement l'impact sur un individu des productions culturelles qu'il consomme me semble un peu naïf. Quand tous les produits culturels reproduisent les normes du système qui les a vus naître, ils participent à le renforcer, le normaliser, rendre plus invisible, insidieuse et invincible l'idéologie dominante. Montaigne disait « Tout abrégé sur un bon livre est un sot abrégé ». Alors mon but aujourd'hui, c'était pas de digérer le livre pour vous, de vous l'abréger, mais de vous le rendre intéressant. Allez lire Cardboard Ghost. Si ce n'est pas pour l'élan que l'autrice donne à son œuvre, faites-le au moins pour approfondir votre compréhension des mécanismes à l'œuvre dans ces jeux. C'est très, très fascinant. Bon, je vais aller lire Cardboard Ghost quand j'aurai récupéré mon exemplaire. Oui, et tu auras mes notes aussi en plus. Oh là là, j'ai une version... Je l'ai abondamment à noter. Ok, donc j'aurai la version de luxe. Collector. Écoute... Ouais, c'est assez drôle parce qu'en fait, on a parlé du livre et au même moment, effectivement, Matt Leacock avait fait un post où il parlait du livre. Enfin, c'est arrivé presque concomitamment, quoi. Et on peut mentionner aussi, je mettrai le lien dans le billet, qu'il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de Amabel Holland où elle reprend des éléments, je pense, qui sont dans le livre. C'est une vidéo qui a été postée... alors attends, je vais essayer de retrouver il y a à peu près 1 mois par rapport... Enfin, ça devait être début mars, quelque chose comme ça. Qui s'appelle la même chose, les mécanismes comme des métaphores, comment les jeux créent du sens, en fait. Créent du sens au sens de signifier, enfin, sont signifiants, quoi. Mm-hmm. Où je pense qu'elle résume quelques-unes des idées qui sont dans le livre, quoi. Est-ce que je t'ai donné envie de le lire? Bien sûr, mais j'avais déjà envie de le lire, j'étais déjà acquise, parce qu'en fait, il y a... Alors, je sais pas trop comment, c'est hyper dur de réagir sans avoir lu le livre et avoir l'intégralité en fait du discours, même si c'est assez clair. Ce qui est assez, je sais pas comment dire, c'est pas amusant, ce serait pas le bon terme, mais il y a des choses avec lesquelles je suis intuitivement, tu vois, sur la même longueur d'onde qu'elle, en fait, dans ce qu'est mon approche personnelle en fait sur les jeux de société. Que les mécanismes sont des métaphores, que c'est signifiant. Bon, ça c'est assez, c'est quelque chose qui me semble assez évident qu'on peut avoir cette approche, même si c'est pas une approche qui est partagée par tout le monde. Enfin, certaines personnes ne veulent pas voir un sens qui serait donné aux mécaniques.
On pourra en rediscuter un peu. Qui ne veulent pas avoir un sens qui dépasserait celui qui est à l'intérieur du jeu. Oui, voilà, un sens qui serait au-delà de ce qui est littéral finalement. Mm-hmm. Et dans la vidéo d'ailleurs, elle cite quelqu'un qui explique que c'est une forme d'anti-intellectualisation des choses en fait, d'avoir ce genre d'approche, comme si le fait de rester, de ne pas vouloir voir au-delà et de rester dans une forme d'ignorance, ça te préservait dans une forme de pureté. Enfin, je sais pas si tu te souviens de ce passage dans la vidéo où elle prend cet extrait de la personne qui explique ça, en fait. Est-ce que c'est Tom Vassell ou c'était un autre? Non, Tom Vassell, lui, disons que la vidéo, elle est pas à son avantage. Hein. J'avais déjà pas un amour fou pour lui, mais alors là, j'avoue que c'est assez terrible. Non, il y a une autre personne qu'elle cite à un moment dans la vidéo, évidemment, j'ai oublié le nom, qui explique que c'est quelque chose d'assez récurrent, d'avoir des sortes de levée de bouclier contre le fait de voir au-delà, de vouloir interpréter plus. Et elle reprend aussi un exemple qui est assez connu manifestement, mais je pense qu'on a tous, même si on connaît pas cet exemple précis, c'est quand on étudie des œuvres, par exemple des œuvres littéraires, évidemment on dit on va voir plus, on va avoir du sens et de la signification, on va analyser l'œuvre avec tout un bagage qui est culturel, artistique, etc. Et il y a toujours des personnes qui disent mais non, en fait l'auteur il a juste dit c'est l'histoire des rideaux bleus, des blue curtains, tu sais. Il dit voilà, la couleur bleue, on sait que c'est utilisé pour représenter par exemple la dépression, les choses tristes, et quelqu'un qui te répond non mais il a juste voulu que les rideaux soient bleus parce qu'ils sont juste bleus en fait, tu vois, alors que on sait très bien que les couleurs ne sont pas anodines. On a tous des représentations mentales des couleurs et de choses qu'elles signifient. Oui, en fait, ça c'est toujours pour avoir enseigné la littérature, donc c'est toujours la question qui revient à chaque session. Oui, mais monsieur, est-ce que l'auteur y a pensé à ce que vous dites, à votre interprétation? Est-ce qu'il avait ça en tête? Ma réponse, généralement, c'est on s'en fout un peu parce que ce qui est important, c'est pas tant l'intention de l'auteur que le résultat, que ce qui est là. Et ce qu'on peut en analyser. Ouais, c'est la perception de la lectrice, en fait. Et de toute façon, tu peux avoir une intention comme créateur et foirer ton intention sans même t'en rendre compte. Oui. Mais avoir produit autre chose. Alors, ce qui est important, c'est ce qui reste. C'est marrant, ça rejoindra un peu des trucs dont on va se dire après. Mais ça prouve bien qu'en fait, c'est le destinataire d'une œuvre ou d'un objet culturel d'une œuvre qui est le plus important, finalement, que le créateur ou la créatrice. Parce que c'est bien lui. Ah, là-dessus, on sera peut-être pas d'accord, par contre, mais bon. Donc, mais voilà. Mais en fait, effectivement, et qu'il y a une sorte parfois de blocage de certaines personnes qui ne veulent pas qu'on donne plus, on aille sur ce terrain-là d'un sens plus métaphorique. Voilà, parce qu'eux, ils n'ont pas cette envie-là, ils n'ont pas cette curiosité-là d'essayer d'analyser les choses, en fait. Et voilà. Oui, tu me rappelles, tu parles de couleur, le Bram Stoker Dracula, le film par Coppola au début des années 90. Oui. Oui. Au début, Mina, elle est habillée en blanc et son amie qui va se faire mordre par Dracula, elle est tout en rouge. Lucie, elle est tout flamboyante en rouge. Et Mina, elle est plutôt en blanc et en bleu, comme la Sainte Vierge. Et plus tard, elle a une robe rouge quand elle est séduite par le vampire. Et je me souviens très bien avoir mentionné la chose à une personne avec qui je regardais le film et de m'être fait répondre, mais non, mais c'est choisi au hasard, ces couleurs-là. C'est bon. Et je vois très bien donc le refus de voir ce qu'il y a. Ouais. Je serais surpris que dans ce cas-là, ce soit pas intentionnel, ce choix de couleur. Oui. Surtout vu comme le visuel du film a énormément d'importance et presque plus important. C'est quand même hyper important dans ce film-là, particulièrement tout le visuel est vraiment pensé, je pense. Oui. C'est évident que tout est pensé, quoi. Sur le fait qu'il n'y ait pas de jeu apolitique, tu vois, où tu reprends l'exemple qu'elle donne de Great Western Trail, mais ça, j'en suis vraiment intimement persuadée, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le jeu de société. C'est cette espèce de mythe de l'égalité des chances, l'égalité de départ, qui est vraiment perpétuée. Et je me demande si c'est pas parce que c'est quelque chose on a tellement envie de se dire qu'on a vraiment une égalité des chances dans la vie, dans la vraie vie. Or, on sait très bien que c'est bien une vision du monde qui n'est pas du tout
la réalité, la réalité que l'on connaît, que ce soit sociale, économique, etc., quoi. Mais encore là, par contre, tu vois, là-dessus, je suis d'accord que ça reproduit une vision du monde, mais à mon sens, c'est plutôt souhaitable que ce soit ainsi dans un jeu. Je serais embêté de jouer à des jeux où j'ai joué à Chaos in the Old World la semaine dernière pour la première fois, un jeu d'Eric Lang. Oh! Ben, au début de la partie, on savait qui allait gagner parce que il y a un truc qui a pas été playtesté, je m'excuse, là, mais pas 2 secondes, là, je veux dire, les rouges ont un avantage incommensurable et en plus, ils ont même pas besoin de réfléchir. En fait, la stratégie, elle est dictée par le jeu, elle est évidente. Donc, c'est pas très agréable de jouer à ce type de jeu-là, à moins qu'il y ait une autre vision, qu'il y ait une autre intention. Parce qu'il n'y a pas d'incertitude. Entre autres, oui. Je veux dire... Mais ouais, mais alors attends, on pourrait très bien aussi considérer que si on a tous les chances, on a tous égalité au départ, bah, en fait, c'est le meilleur autour de la table qui gagnera. Et dans ce cas-là, en fait, on sait globalement... Ben, on est plus chanceux, parce que tu peux avoir des jets de dés, puis tout. Mais ça, c'est pas pareil. Ouais. En fait, ça se discute vraiment, cette histoire. Mais je pense que l'idée d'égalité des chances, en même temps, les joueurs et joueuses, ils aiment la symétrie. Enfin, tu vois, je sais que c'est un sujet il y a des jeux qui te montrent que c'est faux. Enfin, si tu joues à Root, t'as pas d'égalité de départ, hein. Ah, je sais pas. Mais Root, de toute façon, Root repose sur sur plus l'interaction entre les joueurs que sur la force. C'est un badge de leader ou un kingmaker, ce jeu-là. Mais tu vois, je trouve que c'est assez amusant de voir même quand t'as des jeux asymétriques, on s'accroche à l'idée que la symétrie doit être équilibrée pour que finalement le pouvoir que j'ai soit équivalent au pouvoir de l'autre. Oui, mais le problème là-dessus, c'est pas parce qu'on veut représenter la société ou on veut se mentir ou s'aveugler, c'est plutôt parce que dans un jeu, on a moins de plaisir à jouer si c'est pas ainsi. Ben, je suis pas sûre. Moi, je suis pas persuadée. Mais moi, je suis assez en accord avec le fait de dire que cette histoire d'égalité de départ qu'il y a dans les jeux, elle dit beaucoup une certaine, comment dire, je sais pas, c'est pas le bon terme, propagande de nous faire croire qu'il y a une égalité des chances au départ dans la vie. Mais bon, ça c'est... Non, ça, j'accroche pas. J'accroche pas du tout. Je pense que c'est pour d'autres considérations, c'est pour d'autres raisons que c'est là. Ouais, bon, tu vois. Mais moi, je pense qu'on s'y accroche beaucoup pour ça, tu vois. Ah, bon. Moi, ce que j'aime bien aussi à la fin de son livre, c'est qu'elle est pas dupe. Ouais. Et elle critique un petit peu même à la fin sa position en disant que son message pourrait ne pas être perçu parce qu'il y a bien des gens, tu vas voir sur Board Game Geek, qui jouent à ses jeux et qui ne perçoivent pas le message, ou à la limite, même ça les fâche. Et que les émotions négatives qu'elle provoque dans ses choix de développement risquent de nuire même à la diffusion du message parce que ces jeux ne sont pas amusants comme le sont les autres, ne sont pas aussi divertissants. Mais c'est ça que je trouve assez fou. Et en vrai, elle utilise vraiment le terme amusant. Je me souviens plus le terme qu'elle emploie, mais oui, parce que quand elle parle justement de This Guilty Land, où est-ce qu'il y a des tours que tu te fais chier, parce qu'elle veut avoir ce flow interrompu, chaotique, je sais pas si elle emploie le mot fun, mais elle est bien consciente que en tout cas, c'est moins le fun. elle en parle là, comme ça. Mais ça, c'est un vrai sujet, parce que ça rejoint le fait de savoir est-ce que le jeu tu peux avoir des jeux ennuyeux ou ennuyants, ou est-ce que c'est frustrant? Ouais, alors frustrant, c'est pas la même chose. Tu peux éprouver du plaisir à la frustration. Oui, mais bon... C'est pas la même chose que de l'ennui. Parce qu'on a vraiment dans l'idée qu'on joue pour s'amuser. Ça, c'est sûr. C'est quand même, je pense, une sorte de biais qu'on a tous, même si on a déjà réfléchi à la question. Et ça, c'est un vrai sujet de savoir pourquoi un jeu devrait-il être forcément divertissant. En fait, ça peut ne pas l'être. Il y a des jeux vidéo qui sont... Il y a un jeu vidéo ça existe des jeux vidéo qui soient vraiment ennuyeux. J'en connais au moins un, et bon, j'avoue que j'ai arrêté d'y jouer d'ailleurs. Intentionnellement? Ennuyeux? Je sais pas si c'est le cas, mais je sais pas si tu connais The Longing. Non. Mais c'est un jeu avec un concept fou. En fait, c'est un jeu où tu vas jouer en temps réel. Mais quand je te dis en temps réel, c'est que là, par exemple, si tu lances une partie, s'il faut 2 jours dans le jeu pour que ton bonhomme il puisse faire ça, il va se passer 2 jours dans ta vraie vie. Donc pendant ce temps-là, quand tu joues, en fait, tu fais rien, quoi, potentiellement. Il y a vraiment des moments d'ennui, de pur ennui, où tu ressens vraiment de l'ennui. Sachant qu'on est surtout habitué à ce que les choses aillent vite. Tu vois, dans les jeux, on veut toujours accélérer, passer, etc.
C'est hyper étonnant comme sensation parce que c'est vraiment à contre-courant en plus de tout ce qu'on essaie de te susciter comme type de d'émotion ou de rythme de jeu actuel. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, ce qui m'a surprise quand tu l'as dit, c'est pas surprise que j'étais hyper étonnée, mais parce que je l'avais jamais vu sous cet angle-là. C'est sur ce qu'elle explique sur l'immersion. Et ça, je trouve que là, ça me fait ouvrir les yeux sur, tu vois, plein de choses auxquelles j'avais pas pensé sous cet angle-là. Parce que parfois, je me dis, ce qui est bien dans les jeux, c'est que justement, tu vas avoir une forme d'immersion et tu vas pouvoir ressentir les choses. Et en ressentant, en éprouvant, tu vas avoir cette capacité par l'empathie à comprendre, à te questionner, à te challenger des choses qui te paraissaient acquises et à finalement pouvoir comprendre, des systèmes, des aliénations, toutes les questions que elle essaye de travailler dans ses jeux. Et elle dit exactement l'inverse. En fait, elle dit que parce que on n'est que dans de l'émotion, en fait, on a trop l'empathie, elle nous empêche nous empêche de nous questionner réellement, quoi. Alors que moi, j'avais l'impression que c'était au contraire la grande force du jeu, c'était de te pouvoir mettre dans la situation d'éprouver et d'avoir une connaissance empirique des choses. Mais je peux comprendre son point de vue parce que j'ai des gens dans mon entourage, par exemple, qui ont beaucoup d'empathie envers les gens moins fortunés, les pauvres, tu sais, et qui vont souvent, de façon régulière, faire des dons. Mais par contre, voter pour des partis politiques beaucoup plus à droite qui coupent les mesures sociales, qui détruisent le filet social. Et quand j'essaie d'expliquer à ces gens que, en fait, c'est le système, justement, que de voter pour ces partis-là, que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de pauvres, la connexion se fait pas. Le lien se fait pas parce que c'est une connexion intellectuelle. Eux, ils ont été touchés de façon émotive par la détresse des gens moins fortunés. Mais ils refusent de comprendre que c'est une résultante d'un système de force plus grande et que c'est pas en donnant 5 €, chaque jour à quelqu'un au coin de la rue que tu vas régler le système de la pauvreté, le problème de la pauvreté. Ah bah ça, c'est clair. Donc voilà. Ouais, mais vraiment, ce point-là, c'est vraiment, ça me fait penser les choses complètement autrement. Et je me dis, elle cite Bertolt Brecht, etc. Et le Verfremdungseffekt, l'histoire de la distanciation, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je suis en train de me demander, du coup, là, j'aimerais vraiment voir en jeu comment elle l'a exploré. Du coup, j'ai super envie de jouer à This Guilty Land. Parce qu'effectivement, dans les pièces de Bertolt Brecht, c'est qu'il va avoir, par exemple, il veut casser l'illusion théâtrale, donc il va avoir, par exemple, des panneaux qui te rappellent que tu es en train de regarder une pièce de théâtre et que c'est pas la réalité ou ce genre de procédé. Et en fait, je suis en train de me dire, on pourrait imaginer des jeux où à un moment, t'as un truc qui te dit, non mais attendez, c'est pas... Vous êtes juste en train de jouer à un jeu. Je sais, j'aimerais bien savoir comment elle l'a amené, tu vois, dans This Guilty Land. Je sais pas si... j'ai joué à aucun de ces jeux, donc je pourrais pas te dire, mais je vais tenter dans les prochains mois d'essayer quelques-uns de ces jeux. Moi, j'ai joué à un de ces jeux, mais pas j'ai joué à... je pense que je te l'avais dit, non? Auquel j'avais joué. Non? C'est The Field of the Cloth of Gold. Moi, j'ai joué à celui-là... uniquement et tu vois, c'était pas exactement la même chose, mais du coup là c'est vraiment, je suis hyper intéressée par comprendre comment elle a amené ça, la distanciation, parce qu'en fait quand elle l'explique, là quand tu me l'as expliqué, mais ça me paraît tellement évident. Mais en même temps, c'est là le problème, puis je pense qu'elle le souligne elle-même, c'est qu'à moins d'être formée, d'avoir été prévenue de l'intention, il y a bien des chances que tu comprennes pas son message et que donc elle prêche peut-être à une foule déjà convertie. Et que ceux qui auraient... et encore pire, c'est que ceux qui vont accepter de jouer à ces jeux, parce que on se fait dire, ce jeu-là, il y a des moments très frustrants, très ennuyants. Donc, ceux qui vont accepter de jouer connaissent déjà le message, sont déjà vendus. Quand tu diffuses une œuvre qui a un parti pris, souvent, seuls les gens qui sont déjà convertis, qui sont déjà de ton bord, vont accepter de le lire. Donc, c'est une autre limite de... Oui, c'est la difficulté. De son travail. De ses créations. Et après, un autre point sur lequel, là, c'est sur l'histoire du compromis, en fait. Ah, ça, c'est fascinant. Je suis tellement en accord. Oui. C'est vraiment où ça, c'est un cheminement. Alors,
c'est pas en lien avec le jeu, mais bon, là, c'est très personnel. Et moi, c'est un cheminement personnel que j'ai fait il y a depuis quelques années de penser qu'effectivement, le débat social n'est absolument sans aucun effet. Non. Enfin, voilà. Je pense qu'on ne convainc pas. Les gens, pour pouvoir convaincre quelqu'un, il faut que tu aies une base à peu près commune. Et c'est ce qu'est l'histoire de l'indécision, etc. C'est comme ça que je le comprends. En revanche, quand tu es tellement opposé à une personne, de toute façon, il n'y a pas de conviction. C'est un échange d'arguments, mais sans aucun réel échange, en fait. C'est sans écoute. Sans écoute. Et ça, je suis vraiment, vraiment complètement d'accord. Et sur le fameux choix du statu quo aussi, que c'est la meilleure solution pour maintenir des systèmes qui favorise déjà les dominants en place, en fait. Ben oui, donc le compromis favorise le statu quo et donc, vu qu'il y a des inégalités, ben tu protèges les inégalités. Oui. Ça, je suis complètement... là, mais là, c'est vraiment... C'est pas en lien avec le jeu, mais je comprends tout à fait si c'est ce qu'elle veut... c'est ce qu'elle veut intégrer et aussi démontrer. Je comprends que c'est aussi ce qu'elle veut démontrer, en fait, notamment dans This Guilty Land, si je comprends bien le propos du jeu, quoi. Oui, je pense que s'il y en a un à essayer, ça me semble celui-là, qui est très emblématique, là, qui est très réfléchi aussi dans son intention. Là. Mais c'est fascinant. Là, j'ai vraiment envie de le lire. J'ai vraiment... Alors après, ça va être... C'est chaud parce que c'est que en anglais et voilà. Et moi, c'est pas... Mais l'anglais est assez simple. Si ça peut te rassurer, là, vraiment, on n'a pas un truc... Il n'y a pas de vocabulaire recherché. C'était tous des mots que je connaissais. Ça m'est arrivé très rarement de devoir en chercher. OK. Les phrases sont simples. C'est presque une discussion. Et c'est assez court. Hein, c'est 90 pages, je crois. Donc, très, très, très abordable. OK. Bon, bah écoute, j'ai hâte de lire et j'ai hâte de jouer à This Guilty Land maintenant pour vraiment ensuite voir comment... puisque je comprends que c'est effectivement, comme tu l'as dit, son jeu le plus emblématique, comment elle le met en pratique, en fait, d'un point de vue de ses créations, quoi. Et là, je vais te chambrer, je vais te dire, tu joueras aussi à This Guilty Land. Je ne relève pas, c'est bon, allez. Voilà. Bref. Non, mais c'était vraiment... franchement, c'est hyper intéressant et c'est drôle parce que ça fait écho à beaucoup de mauvais débats sur les réseaux sociaux avec des arguments, qui montrent bien qu'il ne faut pas débattre. Voilà. Voilà, ça ne sert à rien. OK. Merci beaucoup. On passe à ta chronique? Oh, finesse. J'appréhende déjà. Mais non, ça va bien se passer. J'appréhende parce que, alors, pour dire, de faire un peu d'éléments de contexte, je pense que j'ai préféré accoucher sans péridurale que d'écrire cette chronique. Pour donner un petit peu un niveau de souffrance. Voilà. Mais il y a quelques trucs qui vont faire écho, c'est ça qui est assez marrant. On va parler de l'esprit du jeu. Alors, est-ce que tu triches, toi, aux jeux de société, Christian? Oui. Quoi? Non. Non, je triche pas. Enfin, ok, mais donc, tu sais qu'il y a triché et triché, hein. Oui. Parce que, bien sûr, je te demande pas si ça t'est déjà arrivé sciemment de pas dépenser tes ressources pour construire un bâtiment, par exemple, en profitant du fait que tes adversaires, faisaient pas trop attention. Parce que ça, évidemment, ça, c'est mal. Ça, c'est vraiment tricher. Non, j'ai pas fait ça. Bon. Moi, je te parle plutôt de ces arrangements que l'on fait parfois avec les jeux. Surtout dans les jeux coop. Par exemple, t'as un lancer de dés catastrophique au contrée de l'horreur. Puis bon, on se dit, en fait, on a bien le droit à une relance gratuite par partie. Ou bien, dans Time Stories, à un moment, tu te dis, on va plus compter les runs, parce que ce qui compte, en fait, c'est l'histoire. Hein, les runs, on s'en fout un peu. Ou bien alors, dans Sherlock Holmes Détective Conseil, quand t'as été voir un random gars qui était pas chez lui, et que t'as utilisé une piste, tu te dis, en fait... Là, franchement, c'est abusé. Je vais pas la compter, cette piste, parce qu'en fait, au départ, d'ailleurs, je voulais même pas vraiment aller le voir. Mais non, c'est de ta faute, en fait. Là. C'est toi qui voulais y aller, mais nous, on voulait pas y aller. Voilà, c'est ça. Puisque ce qui compte, c'est l'enquête, c'est pas le score dans Sherlock Holmes Détective Conseil. Bon, moi, ça m'arrive bien souvent de faire ça. Hein. Et puis, en général, dans ces moments-là, j'invoque, sur le ton de la plaisanterie, l'esprit du jeu, le fameux. J'ai dit, non, mais on triche, mais dans l'esprit du jeu. Alors, une fois que je t'ai affirmé ça de façon un peu péremptoire, je te l'accorde, c'est pas vraiment tricher parce que c'est dans l'esprit du jeu. Tu vas me demander, bien sûr, mais Paul Gara, c'est quoi pour toi l'esprit du jeu? Et jusqu'où on peut aller au nom de l'esprit du jeu? Alors, je t'écoute, maintenant, il faut que tu me le demandes pour de vrai. Mais c'est quoi, Paul Gara, l'esprit du jeu? Et jusqu'où peut-on aller au nom de l'esprit du jeu?
Eh ben alors, en réalité, selon moi, bien sûr, quand on parle de l'esprit du jeu, on va l'opposer implicitement à la lettre du jeu, c'est-à-dire la règle, ou plutôt les règles du jeu. Et bien sûr, cette expression d'esprit du jeu, elle résonne très fortement comme l'esprit de la loi. Et peut-être que je vais faire hurler toutes les joueuses de jeux de société, ou plutôt tous les joueurs. Mais oui, moi, je pense que l'esprit du jeu, il est bien plus important que les règles du jeu. Alors que pourtant, on sait, et c'est toi-même qui nous l'as dit d'ailleurs, il me semble, dans une de tes précédentes chroniques, que l'existence d'une règle, c'est un élément caractéristique d'un jeu de société. C'est le premier élément commun à toutes les définitions de jeu. Ouais. Avec l'incertitude après. Là, oui. Voilà. Donc, tu vois. Alors, pour paraphraser l'expression consacrée, le contrat à force de loi entre les parties, je ne sais pas si tu connais cette expression. Non. On dit souvent ça. Voilà. C'est dans la vision. Alors, peut-être que c'est propre aussi à la France parce qu'on a une vision, le contrat, c'est un engagement, un consentement, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours le contrat à force de loi entre les parties. Eh ben, on peut probablement dire que les règles du jeu, elles ont force de loi entre les joueuses. Parce que s'asseoir à une table de jeu, c'est un contrat social auquel on adhère avec les autres joueuses et on accepte temporairement de se laisser gouverner par les règles qu'un auteur ou une autrice a conçues pour organiser les différentes interactions entre les joueuses entre elles, entre les joueuses et les jeux, pendant le temps de la partie. Alors les règles, ça va constituer un système complet et figé qui se suffit à lui-même. Il n'a pas vocation en principe à évoluer ou de façon très marginale. Certains points de règles pourront être précisés, par exemple dans les fameuses FAQ pour lesquelles tout le monde sait que j'ai un amour débordant, ou elles pourront être modifiées en fonction des éventuelles rééditions. Là, est-ce que j'ai le bon terme ? Oui. Est-ce que si on modifie des points de règle, ça c'est une réédition ? Et non une réimpression. Un micro-point de règle, donc pas tellement, mais si on commence à changer de façon significative, oui, on aura une réédition. Ok. Mais ces évolutions-là, elles vont rester minimes, sauf à considérer justement qu'elles aboutissent à la création d'un autre jeu. En revanche, la loi, elle évolue sans cesse. D'abord parce qu'une loi peut être abrogée, remplacée, réformée. Elle va s'adapter constamment aux évolutions de la société et à ses besoins. Et aussi parce que la loi, elle est toujours imparfaite. Elle ne se suffit jamais. Pour être applicable, elle va nécessiter souvent des décrets, par la fois la publication d'une doctrine, par des universitaires, des praticiens, ou encore l'administration elle-même. Je pense à la fameuse doctrine fiscale. Mais surtout, la loi, elle est interprétée, et notamment par la jurisprudence, ce qui donne même lieu parfois à des revirements, c'est-à-dire des décisions des juges qui vont changer radicalement la façon d'appliquer un texte. Or, on peut aussi constater que les règles de jeu, elles peuvent être imparfaites, elles peuvent être peu claires, elles peuvent être mal traduites. Elles ne vont pas forcément expliciter tous les cas particuliers, ou en tout cas, pas suffisamment bien. Et comme parfois on va rechercher l'intention du législateur, par exemple, on va lire les débats parlementaires pour comprendre quelle était l'intention dans la rédaction de la loi, pour essayer de comprendre un point plus précis. Pour interpréter donc la loi et l'appliquer au mieux, on pourrait aussi rechercher l'intention de l'auteur pour déterminer comment appliquer au mieux la règle du jeu. Et cette intention, parfois, on la déduit de l'équilibre global du jeu, du système qu'il porte. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Nous, en tout cas, avec mon groupe de joueurs, parfois, ça nous est arrivé d'avoir un doute parce que la règle n'était pas suffisamment précise et de se dire que telle façon de l'appliquer était cohérente par rapport au système général du jeu. C'est une façon de faire. Probablement dans Gloomhaven, puisque c'est notre ami Alex qui avait lu les règles, on a dû, et que c'est lui qui retrouvait pas le point, la réponse à notre question, on a dû trancher, oui, quelques fois. Et parfois, souvent, tu vas te référer à la façon dont fonctionne le jeu en tant que système, justement, en tant que globalité. Les règles, elles incluent également implicitement des éléments qui sont parfois non écrits, qui vont relever de conventions implicites, de conventions sociales entre les joueuses, jouer avec fair play, ne pas recourir au king-making, par exemple, jouer son coup dans un délai raisonnable. Le raisonnable étant toujours très très variable selon les joueurs et les joueuses autour de la table. Donc les règles, elles sont pas si figées que ça, et ce parce que le jeu, lui, ne l'est pas. Il va être joué, il va être interprété et ajusté à chaque nouvelle partie. Donc en fait, les règles du jeu, c'est avant tout une norme technique, la traduction mécanique d'une intention de l'auteur du jeu. Elles ne sont pas une finalité. Elles n'existent pas pour elles-mêmes. Elles n'ont pas de finalité propre, si ce n'est qu'être au service d'un dessein plus large. Tout comme la loi n'est qu'un outil que la traduction juridique d'une volonté politique. Dans cette approche, la règle, elle est fonctionnelle, mais elle traduit toujours une intention. Elle reflète une certaine manière de concevoir les interactions, la compétition, le hasard, la victoire, etc. C'est donc un outil, oui, mais au service d'une idéologie.
Je sais que tu vas hurler sur le mot idéologie. Les règles du jeu sont donc un cadre qui oriente et suggère des comportements. Elles ne peuvent pas être neutres. Et cette absence de neutralité, ça implique donc qu'il soit légitime de les questionner. Parce qu'en effet, appliquer la règle rigoureusement, sans prendre du recul, sans tenir compte du contexte, ça peut conduire parfois à des effets contraires à l'intention initiale. Ça peut conduire à des blocages, des déséquilibres, voire des injustices. Et surtout, du déplaisir à jouer. Par conséquent, le respect de la règle n'a de valeur que s'il sert le respect du jeu, compris comme le fait de jouer ensemble, et non comme le seul objet jeu. Or, comme je te l'ai dit précédemment, les règles, elles sont imparfaites, mal écrites, mal traduites, interprétables, incomplètes, incompréhensibles. Tout en même temps, bien sûr. Mais on a tous eu ce genre de situation. Donc, elles ne peuvent pas être considérées comme sacrées par essence. Les joueuses, alors, elles ont le droit et peut-être même le devoir de se les approprier pour que le jeu fonctionne. Pas mécaniquement, bien sûr, parce que souvent le jeu, il tourne plus ou moins, comme on dit, mais pour avoir une expérience satisfaisante. Une fois publiée, l'œuvre, elle échappe à son créateur ou à sa créatrice. Elle appartient aux joueuses. Les joueuses se l'approprient. Tout comme en littérature, en théâtre, ou comme toute œuvre d'art, si l'on veut paraphraser Roland Barthes, qui disait « La naissance de la joueuse doit se payer de la mort de l'auteur ». C'est moi qui ai mis joueuse, parce que ça aurait été pas... C'était tout au masculin, sinon. Si la règle n'est pas sacrée, alors on peut choisir de s'en détourner, d'inventer des variantes. Et je me souviens à cet égard d'une anecdote qui serait amusante si elle n'était pas empreinte d'une certaine violence. Une personne qui disait énormément apprécier un jeu au point qu'il en avait inventé une variante qui, selon cette personne, corrigeait certains défauts de la règle originelle. Je peux te garantir que cette personne, elle s'est fait copieusement rabrouer par l'auteur du jeu, qui lui avait expliqué que son propos était totalement irrespectueux, à l'écart du jeu comme de l'auteur, donc lui-même, et que la règle était manifestement tellement sacrée qu'elle ne pouvait souffrir d'être modifiée. C'est aussi en reconnaissant cette place prépondérante aux joueuses, en reconnaissant qu'un jeu, une fois publié, échappe à ses créatrices, qu'on fera progresser aussi l'idée d'une critique du jeu de société à l'image de la critique qui existe dans d'autres disciplines artistiques. Si on accepte que la règle n'est pas sacrée parce qu'elle n'est pas que technique mais qu'elle porte aussi une vision du monde, une intention, alors on peut l'interroger, la débattre, la contester. Et cela participe certainement à une pratique ludique émancipée, consciente et engagée. Le jeu donc n'existe que abstraitement tant qu'il n'est pas joué. Certes, son système préexiste, mais il n'est pas encore une partie. Si on devait distinguer le jeu et la partie de jeu. Ce n'est qu'à partir du moment où un groupe de joueuses, un bon groupe de joueuses, oserais-je dire, existe pour appliquer ces règles dans un contexte réel, avec des personnes réelles, que le jeu prend vie. Les règles structurent la partie, mais celle-ci est une activation, un cas d'application. Le jeu ne suffit pas pour jouer. Ce sont bien donc les joueuses qui opèrent cette activation. Elles apprennent les règles, les appliquent, les interprètent, résolvent les cas imprévus s'il leur survient. Elles sont donc le temps de la partie, les juges, investis du pouvoir de rendre les règles effectives, de les adapter à la partie en cours. Et pour ce faire, elles peuvent évidemment s'appuyer sur toutes les ressources mises à leur disposition, y compris l'esprit du jeu. L'esprit du jeu, c'est donc l'intention qui sous-tend la règle, la dynamique que le système cherche à produire, l'expérience que veut procurer le jeu. Ainsi, les joueuses exercent une sorte de souveraineté d'usage. Elles adaptent, interprètent, choisissent ce qui fera sens pour une partie donnée, parce qu'elles ont collectivement adhéré au jeu en décidant de se retrouver autour de la table et de l'activer. Et c'est là toute la différence avec la loi. Dans une démocratie parlementaire, on élit des représentants qui, eux, votent les lois. Et à partir de ce moment-là, les citoyennes, elles ont en réalité très peu de contrôle sur le contenu des lois votées. Dans le cadre ludique, les joueuses, elles subissent les règles et en même temps, elles en sont garantes de leur application, afin de permettre de vivre une expérience collective plus satisfaisante. Laisser le pouvoir ultime de décision aux joueuses, faire passer leur volonté avant la lettre. Le texte au sens strict des règles peut parfois être perçu comme une sorte de trahison à l'égard du jeu et même de son auteur. Pourtant, la joueuse, elle peut être pleinement considérée comme co-autrice du jeu ou co-créatrice parce que sans elle, la partie ne se joue pas. Je ne dis pas que l'on doit ignorer les règles, simplement qu'elles ne sont pas intouchables, car elles ne sont pas tout le jeu. Et oui, parfois désobéir, c'est peut-être mieux jouer. Cette désobéissance ne s'opère pas pour tricher, mais pour préserver l'esprit du jeu, c'est-à-dire préserver l'expérience proposée par le jeu, que la règle appliquée trop strictement viendrait mettre en péril. Merci beaucoup. Je suis en accord avec l'esprit du texte. Ah là 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 là! Comme c'est beau. Mais certains détails, parfois, m'accrochent. Ça m'étonne pas. Bon.
La règle est au service d'une idéologie. Peut-on vraiment, Paul Gara, parler d'idéologie? Une intention d'accord? Une idéologie? Bah, moi, je pense que oui, on peut parler d'idéologie. C'est-à-dire une certaine vision du monde. Par exemple, quand tu as des jeux de gestion de ressources où la règle te dit que si jamais tu venais à manquer de petits cubes de telle couleur qui représentent telle ressource, disons, des petits cubes gris qui représentent de la pierre, ce n'est pas grave, tu n'as qu'à aller prendre des cailloux dans ton jardin puisque les ressources sont illimitées. Quand la règle te dit ça, pour moi, ça, c'est idéologique. C'est idéologique de considérer que les ressources sont illimitées. De la même manière que quand on dit que dans un jeu, les ressources sont limitées et que s'il y en a plus, il y en a plus, tant pis, tu devais avoir 4 pierres, il en reste plus qu'une dans le stock, tant pis pour toi. Ça, c'est une autre idéologie. Pour moi, oui, les règles, elles portent une idéologie, bien sûr. Ça peut pas être parce que le jeu aurait coûté beaucoup plus cher de mettre plus de petits cubes gris. Ça peut pas être parce que des considérations strictement de tension dans la stratégie, de tension ludique. Oui, je suis d'accord, mais... Je dis pas qu'il n'y a qu'une raison à ça. Mais je pense aussi que d'écrire dans une règle du jeu que les ressources sont illimitées, te permettre d'écrire quelque chose comme ça, je trouve que c'est assez révélateur d'une certaine forme d'idéologie qui est implicitement dans l'esprit, qui est un biais implicite dans l'esprit de la personne qui crée ce jeu. Oui. Mm-hmm. Et en fait, c'est encore du domaine de l'inconscient. On en revient toujours. Pourquoi tous les jeux où on exploite, on fait de l'exploitation de ressources, etc. C'est pas anodin on ne les voit pas comme quelque chose parce que c'est l'idéologie dominante. C'est pas forcément conscient. Mais on a bien un biais qui est lié au monde dans lequel on vit, qui est une société, et voilà. Enfin, on reboucle un peu avec la discussion présente, mais il y a toujours, en fait, pour moi, il y a toujours quand même, je dis pas que c'est la seule raison, il peut y avoir des considérations matérielles et tout, mais dans ce cas-là, tu pourrais très bien dire, bah, écoutez, vous avez qu'à prendre des cailloux ou des dés ou bien des allumettes ou les pièces que vous avez dans votre porte-monnaie et ça fera les ressources. Mais c'est la phrase de dire les ressources sont illimitées en fait qui trahit l'idéologie à ton sens. Oui, de l'écrire comme ça. Je pense que c'est pas anodin de se permettre d'écrire une phrase comme ça dans une règle de jeu. Mm-hmm. Enfin moi je trouve que c'est assez éclairant. Peut-être témoigne, mais au service, j'irai pas jusque là. Voilà, c'était une petite remarque. J'ai une autre question. Oui. Quand tu dis les règles ne sont pas neutres, oui. Neutres par rapport à quoi? Parce que moi, je les trouve, par exemple, neutres par rapport aux joueurs et aux joueuses, non? Je veux dire, la règle dit pas Paul Gara commence avec 50 points de victoire. Je comprends mal neutre par rapport à quoi? Ben, comme elles sont porteuses d'un sens, qui est le sens comme les règles, on peut dire qu'elles sont techniques et qu'elles sont une traduction technique, c'est le cas. Mais comme on dit qu'en fait le jeu, il est un peu plus qu'une simple technique et qu'il est porteur d'une certaine intention, etc. Les règles, elles peuvent pas être totalement neutres. Pourquoi je dis qu'elles sont pas neutres? Parce que les règles, la façon dont elles sont rédigées, puisqu'elles viennent traduire le système du jeu. C'est d'accord que c'est pas du tout pareil un jeu coopératif avec des règles d'un jeu coopératif, elle induit bien un certain comportement. Elles sont pas juste neutres. Il y a une intention derrière. Elles sont bien là pour traduire quelque chose. C'est pas juste une traduction de rien, en fait. Elles sont bien là pour procurer quelque chose, pour créer des dynamiques. Elles sont des instructions, un mode d'emploi. C'est pas juste un mode d'emploi. Non? Je pense pas que ça puisse être un mode d'emploi. Puisque c'est la traduction. C'est une traduction, entre guillemets, technique d'autre chose, de quelque chose. Comme la loi, c'est la traduction d'une intention politique. La règle, elle vient bien traduire une fameuse vision du monde que tu veux donner à ton jeu. Si je fais un jeu coop, les règles ne seront pas les mêmes que si je fais un jeu compétitif. Ben, autant je suis d'accord que parfois il y a une vision du monde qui est mise peut-être de façon inconsciente, pour reprendre l'exemple de Great Western Trail, que tout le monde démarre avec des chances égales. Autant j'ai de la difficulté à penser que comme dans, on va dire, une œuvre artistique, et ce sera peut-être un autre débat, mais que le jeu vient avec une intention... La forte majorité des jeux viennent avec l'intention de divertir, de distraire et d'amuser. Donc... Ça, c'est peut-être l'intention... comment dire?
pour moi, il y a d'autres intentions. Peut-être que c'est l'objectif dans lequel le jeu, il est créé. Mais fatalement, inconsciemment, tu mets d'autres choses de ton bagage quand tu crées un jeu. Tu vas forcément mettre autre chose qui est lié à ton expérience personnelle, ton bagage, t'es forcément influencé par le monde dans lequel tu vis. Ce que tu vas reproduire, c'est forcément une certaine vision du monde. Je peux pas croire qu'il y ait aucune porosité entre ce que toi tu vis en tant qu'être, en tant que citoyen humain, enfin dans le monde, et ce que tu vas traduire dans tes jeux. J'ai du mal à croire ça. Ça me paraît impossible que tu puisses mettre une barrière, une totale barrière en te disant je fais juste un jeu pour rigoler. En fait non, parce que par exemple si tu dis juste c'est du divertissement, même dans l'humour il y a plein de façons de concevoir l'humour différentes, et la façon dont tu conçois l'humour est souvent très réactionnaire, et je ris de moins en moins des humoristes que je vois aujourd'hui. Et la façon dont tu conçois l'humour, c'est déjà il y a tellement de conceptions d'humour, la façon dont tu vas faire de l'humour, ça dit déjà quelque chose de quelque chose de toi qui n'est pas juste dans l'optique de faire un jeu divertissant. Tu laisses forcément. Je vais prendre l'exemple, tu vois, dans un dont on a parlé il y a pas longtemps, mais si dans Terraforming Mars, t'as cette façon de concevoir, alors que même que c'est inspiré de livres dans lesquels il y a une vraie réflexion sur le fait d'aller coloniser Mars, etc. S'ils ont choisi de prendre que cette partie-là, qui est la terraformation et tout, quand tu sais derrière quelles sont les opinions politiques de la famille Frixelius, le jeu, il est beaucoup plus clair. Tu comprends beaucoup mieux pourquoi le jeu il est vu de cette façon-là, avec une colonisation qu'on ne questionne jamais, qui n'est à aucun moment challengé, qui n'est vu que comme quelque chose de bénéfique. Oui, là, j'accepte parce qu'on est dans une œuvre, j'allais dire d'une œuvre vaste, une œuvre dans un certain réalisme, et là oui, je veux bien accepter que c'est pas un truc neutre. Je vais prendre un exemple plus personnel. Disons, tiens, le jeu Maudite Momie. Je sais pas si tu as eu le plaisir ou le déplaisir de jouer à ce jeu. Oui, j'y ai joué puisque je l'ai. Bon, alors tant mieux ou tant pis pour toi. et je serais bien curieux de savoir quelle intention consciente ou inconsciente ou quelle vision du monde ce jeu peut bien exposer, développer. Je pense que oui, je suis d'accord. Quand on prend un jeu comme Terraforming Mars, il y a une vision du monde. Maintenant, quand on prend un jeu comme le Boggle, quand on prend un jeu comme Maudite Momie, merde. Je veux dire. Je pense que tous les jeux de lettres, c'est pas des jeux qui sont anodins, comme certaines visions de comment dire du monde. Tu vois, je suis pas... Bon, Maudite Momie, là, il faudrait que j'y rejoue pour après, je pourrais te dire ce que t'avais inconsciemment. Non, mais... C'est un jeu de bluff et de stop ou encore. Mais oui, de stop ou encore, je sais, mais il faudrait que j'y rejoue pour pouvoir peut-être te répondre mieux, mais... Enfin, ça me paraît pas délirant de penser on peut pas mettre que des éléments conçus comme purement mécaniques, comme purement fonctionnant mécaniquement, dans un jeu, on met forcément d'autres choses. Et d'ailleurs, même le choix des mécaniques, il est pas anodin d'une certaine vision du monde. Je trouve que c'est pas du tout pareil de concevoir des jeux de gestion, tu vois, que de concevoir justement des jeux de stop ou encore. On n'a pas forcément ça dit quand même quelque chose sur la prise de risque, la vision du risque, la vision de l'audace. Je pense que ça dit d'autres choses de la personne qui crée le jeu. Ça dit simplement que mon cerveau est pas capable de faire des trucs plus compliqués que ça. Mais tu vois, mais je peux concevoir que dans plusieurs jeux, mais je viens de faire une longue chronique et que oui, il y a une vision du monde, il y a quelque chose qui est développé, mais je peux pas croire que dans tout, en tout cas, j'ai beaucoup de difficulté à le croire. Moi, je pense que à partir du moment où c'est créé par un être humain, qui est forcément qui est réceptacle de plein d'influences politiques, sociales, économiques, culturelles. C'est impossible que dans une création humaine, il n'en ressorte pas quelque chose, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alors après, c'est plus ou moins fort. Effectivement, je peux te l'accorder qu'il y a peut-être des jeux où ça va se ressentir moins que d'autres. Mais je pense que ça peut pas, je vois pas comment ça pourrait pas se refléter dans ce qu'on crée. Mm-hmm. Parce qu'on se pose pas tellement la question pour les autres médias, quoi. Oui, mais mais pour moi, le jeu est quelque chose d'extrêmement
mécanique et mathématique. Et je sais que ça n'empêche pas qu'il y ait une vision qui s'exprime à travers ça, mais... je vois pas en quoi c'est antinomique, ça. Le thème, pour moi, c'est pas quelque chose que je vois beaucoup, auquel je vais prêter de l'importance. À un moment donné, je pense que tu peux créer un truc qui est simplement une espèce de défi mathématique, tiens. Tu peux créer ça et sans avoir nécessairement de vision d'idéologie. Sinon que le jeu, l'idéologie qui peut être là, c'est que le jeu est un divertissement et que ça s'arrête là. C'est peut-être la seule idéologie que je peux voir. Bon. T'as le droit de pas être d'accord avec moi, t'as le droit de te tromper, hein. Oui. Oui. Miroir. Ah, je rigole. Pour changer de sujet, peut-être, je pense que une partie du désaccord peut venir du sens qu'on donne au mot règle. J'ai une vision un peu puriste. Pour moi, quand tu dis règle, c'est la règle voulue, désirée par l'auteur et l'éditeur. Et toi, tu prends le texte écrit. Moi, je prends la règle que moi, en tant que joueuse, j'ai entre les mains, tu vois. Oui, je comprends. Mais c'est quand même deux choses différentes. Parce que je peux pas téléphoner à tous les auteurs et éditeurs pour leur demander de m'expliquer comment on gère tel point de règle. Oui, comme fait ma sœur. Mais déjà, ça me semble deux règles différentes et il y aurait matière à réfléchir sur... Comme on part d'une règle parfaite dans l'esprit de l'auteur et de l'éditeur, on arrive à parfois des catastrophes dans la boîte de jeu. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que des effets contraires à l'intention de l'auteur sont, à mon humble avis, plus souvent le résultat d'un mauvais travail éditorial ou d'un mauvais travail d'auteur ou parfois même d'une mauvaise lecture de la joueuse, n'est pas le résultat de la règle elle-même telle qu'elle a été imaginée. Oui, ok, mais ça, la règle telle qu'elle a été imaginée, si moi je la lis pas en tant que joueuse, je m'en fous un peu. Mm-hmm. Ce que je vois, c'est quand même ce que j'ai sous les yeux. Je te dis pas que les joueurs et joueuses peuvent pas faire plein d'erreurs de règles, ça c'est sûr. Mais il y a aussi parfois des erreurs de règles qui sont du fait de la piètre qualité de rédaction des règles. Bien sûr. Et en fait, j'ai envie de te dire, je m'en fous complètement de savoir le pourquoi du comment. La règle, elle est pas claire. Si c'est un problème de travail éditorial, un problème de traduction, un problème ça a été donné à quelqu'un qui sait pas écrire, qui sait pas rédiger ou qui a pas l'esprit de synthèse et tout. Peu importe, le résultat, il est là. Je me retrouve à un moment donné confrontée au fait que je ne sais pas quoi faire. Et ensuite, là, on se focalise beaucoup dessus. Mais quand il y a des moments où je choisis consciemment de ne pas appliquer la règle, dans Time Stories, c'est pas... Oui, tu donnes une relance. Parce que la règle était pas claire. Non, mais dans Time Stories, nulle part, il y a marqué, si au bout d'un moment, si vous en avez ras-le-bol, c'est pas grave, faites plus les runs. C'est pas écrit. Ça, c'est parce que moi, je considère qu'à un moment, la règle qui est de faire les runs, elle va tellement à l'encontre du plaisir de jeu. Parce que quand je dis, on va refaire un run, hein, mais c'est le 5e, là, tout le monde te regarde tout le monde a envie de te pendre, de te mettre avec du goudron et des plumes. En fait, tu te dis, en fait, là, c'est en train de nuire. La règle, elle en aboutit à nuire à l'expérience de tout le monde autour de la table. Donc, on va finir par avoir du déplaisir à jouer, ce qui est quand même, pour quelque chose qui se prétend être que du divertissement, si tu te retrouves à avoir du déplaisir à jouer, c'est quand même problématique. Ouais. Parce que c'est-à-dire que sa fonction première de te divertir, c'est plus du tout ça. Tu vois? Je me souviendrai toujours des règles de Pandemic Legacy saison 0, où à un moment, il est écrit textuellement, si jamais vous faites des erreurs de règles ou qu'il y a un souci, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Mm-hmm. Mais ça, c'est extraordinaire de lire ça. En fait, c'est ultra... C'est soulageant, c'est très soulageant. Mais c'est soulageant. Tu dis, en fait, ça veut même dire que si potentiellement il y a un truc dans la règle qui te fait chier. Moi, par exemple, dans Pandemic Legacy saison 0, il y a, tu sais, l'histoire des satellites. Oui. En fait, on l'a oublié tout le temps. Tout le temps. Oui. On l'a oublié. On s'est rendu compte qu'on l'avait oublié. Puis en fait, on s'est dit que ça nous enquiquinait tellement de jouer avec, on a décidé purement et simplement de pas le faire. On a enlevé. Alors effectivement, on s'est facilité la tâche et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ça devenait une maintenance supplémentaire qui était ultra pénible dans des jeux qui sont déjà à forte charge mentale. En fait, moi, je préfère préserver l'expérience de jeu cool que j'ai eue, puisqu'on a quand même fait toutes les parties. On a été jusqu'au bout de la campagne, parce que sinon, je pense que j'aurais eu envie d'arrêter avant. Donc en fait, tu vois, finalement, c'est quoi la finalité? S'amuser. Voilà. Est-ce que Rob Daviau et Matt Leacock vont venir me taper sur l'épaule en me disant non mais là t'as oublié les satellites, ça va pas du tout. Bah non. Enfin, et puis je pense j'ose espérer qu'ils s'en cognent complètement, quoi.
ils seront plus contents de savoir que j'ai fait toute la campagne jusqu'au bout et que j'ai trouvé ça cool et que ça, voilà, ils ont plus de plaisir à ce genre de retour. Enfin, j'imagine. Enfin, ils font plutôt leur jeu pour que les gens aillent jusqu'au bout de la campagne, sachant qu'on sait que, enfin, tu vois ce que je veux dire, donc, finalement. Ouais. Et ce qui compte, c'est ça. J'ai une autre question. Ouais, partons. Bah non, vas-y. Je m'énerve, je m'emballe. J'ai une autre question, mais qui déborde le cadre du jeu. Que signifie l'œuvre n'appartient plus à son créateur, elle appartient aux joueuses? C'est un truc qui vient évidemment qu'on entend dans d'autres domaines artistiques. C'est un débat que j'ai jamais compris, la question de la possession. Je vois, pour ma part, un créateur, que ce soit une autrice, que ce soit un musicien, que ce soit un compositeur, et je vois des gens qui admirent, qui consomment, mais je vois personne qui est propriétaire. Si tu changes les règles d'un jeu, t'es pas propriétaire du jeu, t'es créateur d'une variante. C'est quoi cette manie de vouloir posséder les idées ou le travail d'une personne? Je me vois mal me pointer au musée de l'Orangerie et dire que les Nymphéas m'appartiennent. Oui, l'œuvre échappe à son créateur, mais il y a personne qui est propriétaire de rien là-dedans. Alors, je pense pas que ce soit appartenir au sens de être propriétaire. C'est pas, je pense que le terme, il est peut-être Mal choisi. Source de confusion, mais ouais, peut-être que c'est plus dans l'idée que c'est l'expérience qui est proposée par l'œuvre qui t'appartient, parce que pour le coup, elle t'appartient et elle t'est propre. Mais c'est ta petite expérience à toi personnelle qui t'appartient, mais mon expérience à moi m'appartient. Donc, au final, il y a personne qui non, mais après, alors. T'es pas propriétaire de l'œuvre, t'es propriétaire d'une expérience de l'œuvre sur des millions de personnes qui ont vu. Non, c'est ce que je te dis. Je te dis que je pense que c'est un raccourci pour dire que c'est l'expérience que te procure l'œuvre qui t'appartient. Ça, l'idéologie capitaliste, il faut toujours qu'on soit propriétaire de quelque chose, qu'il y ait un possesseur. Mais non, pas besoin. Est-ce que il faudrait regarder si appartenir et être propriétaire, c'est vraiment purement synonyme. Mais là, là je fais un peu de mauvaise foi. Mm-hmm. Mais je pense que c'est plutôt toi qui fais de la mauvaise foi parce que t'as du mauvais esprit, parce que t'avais très bien compris ce que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Non, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, le truc de possession, et ça m'agace. Et je comprends pas ce que ça signifie. Sinon, peut-être justement ce que tu viens d'expliquer, que là, c'est intéressant. Ton expérience, quand tu as vu les Nymphéas ou quand tu as joué à Great Western Trail, t'appartient. Et encore, c'est débattable, mais oui, OK, je veux pas considérer ça, mais le jeu t'appartient pas. Non, le jeu à part la boîte matériellement, enfin la boîte en elle-même, mais ma boîte, c'est ma boîte, hein. Oui, rendu là, mais... Voilà, le jeu s'est multiplié à des dizaines de milliers d'exemplaires, donc... oui, mais ma boîte, c'est quand même ma boîte. Oui. C'est quand même ma copie de ma boîte. Il n'y a pas un original comme pour les Nymphéas, tu vois. Mais bon, je pense que tu as très, très bien compris. Est-ce qu'il faut éviter de prononcer le S à la fin? Les Nymphéas, ouais. On dit pas les Nymphéas. Je pensais qu'il y avait un S à la fin. Pourquoi? Nymphéas? Oui, on dit pas les Nymphéas. Ah bon, j'avais l'air con. Non, pas du tout. Je savais pas. Mais non, mais je pense que t'as très bien compris. Je pense que c'est aussi plus l'idée que c'est elle qui se l'approprie en fait, qu'elles sont les destinataires. Après, je suis d'accord que c'est plus compliqué, que le terme de propriétaire est pas très élégant pour en la matière. Ouais, je pense que t'as raison qu'il faut plutôt s'arrêter à la règle écrite. Mais finalement, on vise à retrouver la règle idéale. Mais là, on est complètement dans un autre sujet, mais bon, des fois, quand le temps s'écoule, Mais après, la règle idéale, l'esprit du jeu, il sera peut-être pas le même pour tout le monde, hein. Mm-hmm. Non, parce que, en fait, chacun trouve un plaisir différent. Je veux dire, il y en a qui... Ouais. Simplement, il y a des gens qui préfèrent le jeu X et d'autres qui préfèrent le jeu Y. Donc, forcément, en jouant à un jeu, il y a des gens qui vont préférer la variante X et d'autres qui vont préférer la variante Y. Et si l'intention c'est qu'un maximum de gens s'amusent à l'auteur, tu vois, par exemple avec le jeu de rôle, c'est assez marquant aussi, comme t'as des personnes qui vont vraiment vouloir qu'on fasse, tu vois, tous les combats par exemple, et qu'on jusqu'à ce que on ait enlevé tous les points de vie, etc. Et t'as d'autres personnes qui auront pas du tout envie de vivre ça, qui veulent bien faire 1 ou 2 ou 3 rounds de combat max. Mm-hmm. Et après, on va régler ça de façon narrative. Et c'est vraiment aussi en fonction des attentes. On n'a pas tous les mêmes attentes. Et ce qui compte, c'est de jouer avec le bon groupe par rapport à tes attentes. Voilà. Un groupe compatible avec nous. Non, mais tu vois, compatible avec toi, pas avec le jeu. Oui, c'est vrai. Tu vois?
Ouais. Ah, c'était un peu plus musclé que d'habitude, dis donc. Ben oui, plus de positions, mais en fait, je me rends compte que pour moi, le choix des mots est super important. Et si tu dis quelque chose est au service d'une idéologie, j'y vois une intention, que tu prêtes une intention à un créateur alors que ça témoigne peut-être de... Et c'est la même chose que la dernière fois, hein. Le jeu raconte une histoire. Ben non, c'est les joueurs qui racontent l'histoire, même s'il y a des éléments narratifs. Bref, je tique beaucoup sur le choix des mots. Et c'est quelque chose qui me fait réagir, en fait. Je me découvre grâce à ce podcast. Bon, j'avoue que le terme idéologie, c'était aussi il y avait un peu de provocation derrière. Tu ferais ça, toi? Pas du tout, c'est vraiment genre... Je te reconnais plus. Tu me reconnais plus. Hey, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Le mois prochain, sans neige. Sans neige, voilà. Peut-être qu'on pourra jouer à Guilty Lands. Enfin oui, peut-être qu'on pourrait en faire venir un exemplaire à Montréal. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une idée comme ça, voilà. Bien sûr, moi, je jouerai l'oppression, aucun problème. Truc horrible, c'est bon. C'est horrible personne. Bon, bah, merci beaucoup, Christian, puis on remercie les auditeurs et auditrices. Merci à vous. Salut, salut! Cette émission, enregistrée à distance le 10 avril 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram, sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.